Bonjour, on va commencer maintenant la troisième partie de ce chapitre, c'est l'étude thermodynamique d'un changement d'état. Donc on va commencer par définir les grandeurs massiques. Qu'est-ce qu'une grandeur massique? En fait, à toute grandeur physique extensive qui caractérise un système ayant une masse m, on peut associer à cette grandeur extensive y sa grandeur massique petit y, qui est définie par petit y, c'est égal à d de y sur dm. C'est-à-dire que si on a une masse dm de ce système-là qui a la valeur dy de la grandeur, alors la grandeur massique ce n'est autre que d de y sur dm. Donc comme vous voyez ici, vu que y c'est une grandeur extensive et la masse est une grandeur extensive, leur rapport est une grandeur intensive. Alors, on peut dire que une grandeur massique ne peut être que intensive. De plus, le plus important, c'est que cette grandeur est une grandeur locale. Elle a une valeur, donc on a en tout point, elle a une valeur. Sauf le seul cas où le corps il est pur, il est homogène, donc y possède la même valeur en tout point du corps, d'où c'est une constante, alors on peut dire que la grandeur massique, elle vaut maintenant la valeur totale de y de tout le système sur la masse totale. Je vous donne des exemples de quelques grandeurs physiques qui ont une grandeur massique. On sait bien que toutes les formes, toutes les grandeurs énergétiques sont des grandeurs extensives, donc on peut définir leur grandeur massique associée. On commence par l'énergie interne massique petit u, c'est égal à l'énergie interne par unité de masse. Donc l'énergie interne massique, c'était l'énergie interne d'un kilogramme, on peut la voir comme ça. Donc elle est exprimée en joules kilogramme moins 1. On peut définir aussi le volume massique. Le volume massique, c'était le volume par unité de masse. C'est égal à 1 sur la masse volumique. L'enthalpie, c'est une grandeur énergétique qui est extensive. Donc on définit l'enthalpie massique d de h sur dm. L'entropie aussi massique, c'était petit s, c'est égal à l'entropie par unité de masse. Ici, donc l'entropie qui est une grandeur extensive, exprimée en joules Kelvin moins 1, donc l'entropie massique en joules Kelvin moins 1, kilogramme moins 1. Le travail aussi, c'est une forme d'énergie. Donc on peut définir le travail massique, c'était le travail par unité de masse. Aussi la chaleur massique, c'est égal à la quantité de chaleur delta Q. Ça c'était delta Q sur dm, c'est pas dq. Ça c'est delta Q et ça c'était delta W. On a vu que parce que le travail n'est plus une fonction d'état, donc sa différentielle n'est pas totale exacte. Donc ici, le travail massique c'était delta W sur dm et la chaleur massique aussi, delta Q sur dm. Maintenant, on va définir qu'est-ce qu'une fraction massique. Quand on va considérer un corps en équilibre entre deux phases, phi 1 et phi 2, donc c'est-à-dire que j'ai un mélange des deux phases en même instant, soit M1 la masse de la première phase et M2 donc la masse de la deuxième, alors la masse totale de ce corps à l'équilibre c'est égal à la somme des masses, alors 1 plus M2. En fait, on définit la fraction massique ou le titre massique de la première phase, x1 par la masse de la première phase sur la masse totale, sur 1 plus M2. De même, la fraction massique de la deuxième phase, x2, c'était M2 sur la masse totale. On peut aussi définir la fraction massique comme si c'était le pourcentage massique d'une phase. Par exemple, ici, si on va multiplier cette valeur par 100, on va trouver le pourcentage massique de la première phase dans le mélange. De même ici, si on va la multiplier par 100, on va trouver le pourcentage massique de la deuxième phase. Donc, comme vous pouvez remarquer ici que si je fais la somme, donc si je fais faire la somme des deux fractions massiques, donc on trouve que x1 plus x2 c'est égal à 1. Donc ça c'était lorsqu'on a deux phases qui coexistent au même instant. Donc x1 plus x2 c'est égal à 1. Donc si je considère maintenant, donc une deuxième remarque, c'est que si je considère une grandeur extensive y, donc d'un corps existant en équilibre entre les deux phases 1 et 2, alors je peux dire que la valeur de y, c'est peut-être que y1 plus y2. Avec y1, c'était la valeur de y, de grand y de la première phase, et grand y2, c'était celle de la deuxième phase.
Y1 et Y2, donc de la même façon que Y, ce sont des grandeurs extensives, donc on peut définir leur grandeur massique, petit Y1 et petit Y2. Et de même, petit y de la valeur de grand Y de tout le système. Donc, on peut écrire alors grand Y, donc c'était M fois petit y, c'est égal à M1 Y1 plus M2 fois Y2, vu que les phases sont homogènes. Donc, grand Y1 c'est égal à M1 Y1, grand Y2 c'était M2 fois la grandeur massique à la phase 2 de Y. D'où, en divisant par la masse, on va trouver que petit y, la valeur, donc la grandeur massique associée à la grandeur grand Y, c'est égal à x1 petit y1 plus x2 petit y2. En remplaçant par le fait que x2 c'est égal à 1 moins x1, donc je peux mettre x1 en facteur, on trouve que y c'est égal à x1 facteur de y1 moins y2 plus y2, d'où le résultat. Si j'ai alors les valeurs de petit y, la valeur de petit y dans la phase 1, la valeur de petit y correspondante à la phase 2, donc on peut déduire la fraction massique de la phase 1. De la même façon, on peut déduire la fraction ou le titre massique de la deuxième phase. Ce résultat, il est général. Donc, parce que si on va appliquer la même relation pour le volume massique, pour l'énergie interne massique, pour l'enthalpie massique, pour l'entropie massique, on peut déduire à la fin que on peut déterminer la fraction massique de la phase 1 en appliquant les relations suivantes. C'est que x1 c'est égal le volume massique du mélange moins le volume massique de la phase 2 sur le volume massique de la phase 1 moins le volume massique de la phase 2. C'est égal aussi l'énergie interne du mélange moins l'énergie interne massique du mélange moins l'énergie interne massique de la phase 2 sur U1 moins U2, etc. Donc ça, c'est un résultat applicable dans la pratique pour déterminer, quand on a un équilibre entre deux phases, le pourcentage massique d'une phase par rapport à tout le mélange. Maintenant, on va passer à étudier, lors d'un changement d'état, la variation d'enthalpie. Et on va définir c'était quoi la chaleur latente. C'est sûr que le changement d'état il s'accompagne d'un échange de chaleur. Donc c'est pour ça qu'on va considérer alors une masse petit m d'un corps pur existe donc qui va subir un changement d'état de la phase 1 à la phase 2. On sait bien que le processus de changement d'état c'est un processus qui est réversible, quasi-statique et inversible. Donc la transformation à partir de la courbe du diagramme d'état, du diagramme d'équilibre P en fonction de T, on a vu que c'est une courbe puisque cette transformation est isobare. À cette pression-là, on a alors une seule température qui correspond à cette pression-là. Donc on peut dire que le changement d'état, c'est une transformation réversible qui est isobare et isotherme. Donc, puisque la transformation est isobare, alors la chaleur échangée lors de cette transformation, de ce changement d'état, Q est égal à delta H. On a vu ça. On a vu que la quantité de chaleur échangée lors d'une transformation isobare, c'est égal à delta H. Et d'après la deuxième identité thermodynamique, on a dit que dH est égal à VdP plus TdS. Lorsque la transformation est isobare, alors dH est égal à TdS. Et vu que la transformation est isotherme, donc on peut dire que delta H c'est égal à T fois delta S. Du coup, que la quantité de chaleur échangée lors d'un changement d'état, c'est égal exactement à la variation d'enthalpie, et c'est égal à la température de ce changement d'état fois la variation d'entropie. Maintenant, on va définir c'était quoi la chaleur latente. La chaleur latente d'un changement d'état quelconque, c'était la quantité de chaleur qu'il faut fournir à l'unité de masse, à 1 kg. Donc c'était la chaleur massique transférée pour que le système il va passer de la phase 1 à la phase 2 de façon réversible. Donc tout en conservant la même température et la même pression du système.
Du coup, que la chaleur latente lors d'un changement d'état de la phase 1 à la phase 2, c'est égal à Qn2. Et on a dit que lors d'une transformation qui est à la fois isotherme et isobare, c'est égal à la variation d'enthalpie massique, puisqu'on cherche ici la compte chaleur massique. C'est égal à la variation d'enthalpie massique et c'est égal à la température fois la variation d'entropie massique. Ce résultat nous permet de savoir alors le signe de la chaleur échangé par le système pour qu'il puisse passer d'un état 1 à l'état 2. Par exemple, lors d'une vaporisation, on va passer de l'état liquide à l'état gazeux. On sait bien que l'état gazeux il est plus désordonné. Donc son entropie, l'entropie de la phase gazeuse, est supérieure à l'entropie de la phase liquide. Et donc delta S lors de la vaporisation est positive. Et donc la quantité de chaleur, et la chaleur latente, elle est positive. Donc c'est pour ça qu'il faut fournir de la chaleur au liquide pour qu'il peut passer de l'état liquide à l'état gazeux. De même pour la fusion aussi, la variation d'entropie elle est positive. Quand on va passer de la phase solide à la phase liquide, l'entropie de la phase liquide est supérieure à celle de la phase solide. Et donc, on peut dire que à partir de cette relation, on peut savoir est-ce que le système doit gagner de la chaleur ou il doit perdre de la chaleur pour qu'il puisse passer d'un état à un autre. Donc on peut prévoir déjà le signe. Il faut remarquer aussi que la chaleur latente du changement d'état de l'état 1 à l'état 2, c'est égal à moins la chaleur latente de 2 vers 1, puisque c'est égal à delta H qui est égal à l'enthalpie massique de la phase 2 moins l'enthalpie massique de la phase 1. Donc Ln2 c'était moins L2,1. La chaleur latente est exprimée en joules kg moins 1, c'est une chaleur massique. Comme exemple, la chaleur latente de vaporisation c'est égal à moins celle de liquéfaction. La chaleur latente de condensation c'était moins celle de sublimation. Comme aussi donc la chaleur latente de solidification c'était moins celle de fusion. Maintenant on va passer à la formule de Clapeyron. Donc si on va considérer alors un corps pur existant sur deux phases en équilibre, on admet qu'un changement d'état de première espèce, comme celui des changements d'état physico-chimiques, lors de ce changement d'état, on a continuité de la fonction enthalpie libre, donc définie par l'enthalpie libre grand G, c'est égal à H l'enthalpie moins TS. Donc, lors d'un changement d'état de première espèce, on a continuité de la fonction libre et discontinue. Donc, de même pour leur valeur massique, donc les enthalpies libres massiques. C'est-à-dire que à l'équilibre entre les deux phases, la valeur de l'enthalpie libre de la phase 1, c'est égal à celle de la phase 2. Et donc, l'enthalpie libre massique petit g des 2G sur Dm, des 2 grands G sur Dm. Donc, l'enthalpie libre massique de la phase 1 à la température T et à la pression P, c'est égal à celle de la phase 2. Donc, il faut savoir aussi notre information sur les changements d'état de première espèce, comme celle des changements d'état, vaporisation, fusion, etc. On a continuité de l'enthalpie libre et discontinuité de toutes les dérivées partielles de l'enthalpie libre. On va voir les dérivées partielles sont quoi? Un changement d'état est dit de deuxième espèce, c'est un changement d'état caractérisé par la continuité de l'enthalpie libre et de ses dérivées partielles premières, les premières dérivées partielles de G, et discontinuité de toutes les dérivées d'ordre supérieur. Donc on ne va pas consacrer cette étude-là, l'étude générale dans ce cours-là, mais juste c'est une information qu'il faut le savoir. Donc, on va utiliser la continuité de l'enthalpie libre massique afin de déterminer ou de montrer la formule de Clapeyron. En fait, si on va considérer G1, l'enthalpie libre massique de la phase 1 et G2, l'enthalpie libre massique de la phase 2, on a dit qu'on a continuité à la température T et à la pression P. De même aussi, si le système il va évoluer, donc sa température il va varier de dt, sa pression il va varier de dp, on a alors G1 de T plus dt et P plus dp est égal à G2 de T plus dt et P plus dp.
Il faut savoir que T plus dt, P plus dP donc, constitue un point sur le diagramme d'état. Et c'est un point d'équilibre. Hein. Donc, on peut dire alors que si on va faire la différence G1 de T plus dt, P plus dP, moins G1 de TP. Donc, ce n'est autre que la variation de G1. Donc, on a, si on va faire la différence entre ces deux équations, on va trouver que la variation de G1 c'est égal à la variation de G2 élémentaire. Comme on a défini l'enthalpie libre, donc l'enthalpie libre c'est égal à l'enthalpie moins Ts, donc sa différentielle c'est égal à dH moins Tds moins SdT, dH c'est un VdP moins Tds, puisque la transformation est réversible, et on va trouver alors que dG c'est égal à VdP moins S fois dt. Alors, la variation élémentaire de l'enthalpie libre massique, c'est n'est autre que le volume massique fois dP, moins petit s fois dt. Petit s c'était l'entropie massique. L'égalité des variations élémentaires de l'enthalpie libre massique des deux phases nous donne cette équation. Alors, moins petit s1 dt plus v1 fois dp, c'est égal à moins petit s2 dt plus v2 dp. Et donc, si on va les grouper, on va grouper les entropies d'une part, donc les volumes massiques d'autre part, avec leurs différentiels, on va trouver que la variation de l'entropie massique, S2 moins S1, ce n'est autre que V2 moins V1, le volume massique de la phase 2 moins le volume massique de la phase 1, fois la variation de la pression par rapport à la température, durant la transformation 1-2. Et donc, la variation de la pression par rapport à la température durant la transformation 1-2, durant le changement d'état 1 vers 2, c'est égal au rapport de la variation d'entropie massique sur la variation de volume massique. Du coup, que la variation d'enthalpie massique, qui n'est autre que la quantité, donc qui n'est autre que la chaleur latente de ce changement d'état, c'est égal à la température du changement d'état, fois V2 moins V1, la variation de volume massique, fois la variation de la pression par rapport à la température, depuis l'état 1 vers l'état 2. Et ça, c'était la formule de Clapeyron. On peut alors trouver que la variation de la pression par rapport à la température durant la transformation 1 vers 2, c'est égal à la chaleur latente Ln2 sur T facteur de V2 moins V1. Maintenant, on peut alors comprendre pourquoi la courbe de solidification ou de fusion de l'eau, c'était la particularité du diagramme d'état de l'eau, la variation de la pression par rapport à la température est négative. Donc la particularité donc, est due au fait que, par exemple, si on va considérer l'état 1, c'était l'état solide, et l'état 2, c'était l'état liquide. Donc il s'agit d'une fusion. Lors d'une fusion, la variation, donc la chaleur latente, elle est positive. Donc la variation, il faut fournir de la chaleur. Voilà, on peut voir ça comme si la variation d'entropie est positive. Donc d2p sur dt, c'est égal à de la fusion, c'est égal à L fusion sur T facteur de V liquide moins V solide. Tout ça, il est positif. Donc, vu que le volume de la phase solide est supérieur à celui de la phase liquide, donc cette différence est négative. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que la variation de la pression par rapport à la température lors d'une fusion est négative. Donc, de même, si on va étudier donc la transformation, le changement d'état réciproque, c'était la solidification. L'état 1, c'est l'état liquide, l'état 2, c'est l'état solide. La chaleur latente est négative, on doit le refroidir le corps pour qu'on puisse passer de l'état liquide à l'état solide. Mais donc la différence ici, elle est positive, le volume de la phase solide est supérieur. Donc de même, on trouve que la variation de la pression par rapport à la température lors de la solidification ou de la fusion est négative. Et ça, c'est ce qui caractérise, ce qui donne une particularité pour le diagramme d'état de l'eau ou de Lebesgue aussi. Hein. Donc, on va passer, je vais vous expliquer dans la dernière vidéo de ce chapitre la particularité de diagramme d'état de l'équilibre liquide-vapeur. On va l'étudier thermodynamiquement à l'aide de quelques diagrammes. Merci.